Bonjour David Bavary. Bonjour. Jusqu'où peut aller la guerre entre la Chine et les États-Unis ? Alors, la guerre, elle est un peu particulière, parce que c'est un piège de Thucydide. Tous les deux font 6 à 700 milliards de dollars de business ensemble. Donc, cet affrontement de guerre entre les États-Unis et la Chine n'est pas incompatible avec une Chine-Amérique qui s'entend sur un certain nombre de sujets. Alors, c'est pour ça que nous sommes dans une situation assez historique, assez inédite. Vous avez employé le terme qu'il va falloir expliquer, mais qui est le terme clé dans cette confrontation, qui n'est ni du chinois ni de l'anglais, mais bel et bien grec, c'est Thucydide. En quoi consiste ce qu'on appelle le piège de Thucydide ? Alors, le piège de Thucydide, c'est très simplement la puissance numéro 2 vient défier la puissance numéro 1. La puissance numéro 1. Donc, il faut remonter à Athènes et Sparte au début, mais en fait, on l'a vu dans tout un tas de conflits. On a vu entre, par exemple, la Grande-Bretagne et les États-Unis au début du XXe siècle. Et là, comme je dis, le caractère inédit, c'est que les deux sont condamnés à s'entendre. Donc, ce qu'ont fait les États-Unis sous les démocrates, c'est qu'ils ont dit, comme il faut continuer à faire du business, on va essayer de limiter cette guerre à ce qu'on croit véritablement les lignes rouges que les Américains ont définies par la haute technologie, en disant le 21e siècle est technologique, c'est celui qui contrôle la haute technologie qui contrôlera le 21e siècle. Donc en gros, ce que le président Biden a décidé, c'est je coupe aux Chinois l'accès aux semi-conducteurs de haute technologie, l'intelligence artificielle, la computation quantique. Et ce qui risque de changer... La computation quantique ? Alors, c'est la puissance de calcul d'un ordinateur, pour être très simple. Et ce qui risque de changer avec les Républicains... Donc, c'est une extension du domaine de la lutte. Exactement, parce que vous voyez les voitures électriques, vous voyez le solaire, vous voyez la 5G dans les télécoms. La Chine est passée de l'atelier du monde au laboratoire du monde. Donc la Chine innove dans tous les domaines. Et donc, on s'attend à ce que la nouvelle administration républicaine vienne... Étendre la bataille à l'innovation ? Elle dit, en fait, la globalisation, ce qu'on a fait pendant 30 ans depuis, c'est pour ça qu'on ferme un cycle de 30 ans, qui est le cycle de 1989, qui était la globalisation heureuse, le doux commerce de... Ah non, vous avez un terme, vous avez même un terme plus fort, il me semble, dans votre livre. Vous appelez pas ça les 30 glandeuses, je crois. Alors, voilà, on ferme les 30 glandeuses, et ce que disent les Américains, c'est que si vous faites du doux commerce avec un pays ami comme le Japon ou l'Europe en 1945, c'est très bien, mais quand vous le faites avec un pays qui n'est pas ami, à un moment, la hausse des volumes du commerce fait que vous devenez dépendant. C'est amusant ce que vous racontez, parce que finalement... Alors, je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas... Intellectuellement, parce que pendant des années, notre grand frère américain, était à la fois notre grand allié, notre grand frère, mais nous menait une guerre économique féroce. Alors, c'est un de vos confrères du journal qui avait écrit L'Ami américain, avec Broca, qui est une Bible que je recommande à tous nos auditeurs. Si le Père Noël a encore un peu de la place dans sa hotte, c'est ce bouquin il faut le mettre avant le mien. Et celui de David Bavary, quand même, vous pouvez le mettre avec. Bien évidemment. Ce qui est intéressant, donc, c'est que l'ami américain, entre guillemets, était quand même un concurrent. Il y avait une guerre féroce au plan économique. Et en revanche, l'ennemi chinois est aussi, par contre, un partenaire indispensable pour l'économie. Il y a une forme de paradoxe. C'est pour ça qu'il y a la Chine-Amérique. Et toute ma thèse, c'est qu'il y a une yéménisation de l'Europe. C'est-à-dire que de même que l'Arabie Saoudite et l'Iran se faisaient la guerre, au moment où ils se faisaient la guerre au Yémen, on fait toujours la guerre dans une géographie tierce. Aujourd'hui, ils s'entendent pour piller l'Europe. Donc on se rend compte que la Chine pille la Russie en obtenant son pétrole à un prix extrêmement bas, et on ne se rend pas compte du transfert de valeur qui a lieu d'Europe vers les États-Unis, à travers... Alors, à travers quoi ? À travers la défense. Vous savez que 75% des armes qu'on a achetées pour la guerre d'Ukraine ne viennent pas d'Europe. À travers l'énergie... C'est moins la faute des Français que des autres pays.
Ah non, mais je dis pas à qui c'est la faute. Je constate qu'on achète du gaz naturel liquéfié à 5 à 10 fois le prix qu'on payait à Poutine, que nos logiciels d'intelligence artificielle vont nous être facturés une fortune, parce que nous avons 7 mercenaires qui mettent 250 milliards de dollars par an dans ces logiciels qui, pour l'instant, hallucinent. On va nous le facturer un jour. Et puis, vous rajoutez l'IRA, le programme fiscal qui fait que l'Europe se réindustrialise, non pas en Europe, mais aux États-Unis, et vous comprenez que nous avons un transfert de valeur sans précédent. Mais il ne faut pas en vouloir aux États-Unis, il faut en vouloir qu'à nous-mêmes. Passionnant. Vous parlez de guerre hybride. Définition? Alors, la guerre hybride, c'est que, en fait, sont deux généraux chinois en 1999, dans un livre qui s'appelle La guerre hors limite, qui l'ont défini, en disant que la guerre n'est plus seulement militaire. La guerre, elle est économique, mais elle est également, je vous ai dit, elle est technologique. Là, je m'attends avec la nouvelle administration Trump qu'elle devienne monétaire, parce qu'en fait, ce que nous attendons de l'administration Trump, c'est que, en fait, c'est le véritable enjeu pour les États-Unis, c'est de tuer la compétitivité chinoise, de la même manière que les États-Unis avaient tué, vous vous souvenez, en 1985, les États-Unis avaient tué la compétitivité japonaise. À travers, à l'époque, on avait appelé ça l'accord du Plaza, où les États-Unis avaient forcé le Japon à rehausser leur monnaie artificiellement de 40%, pour tuer l'avantage compétitif japonais. Et aujourd'hui, les États-Unis vont jouer d'un mélange qui va être le taux de change de la monnaie chinoise par rapport au dollar. Après le yen, le yuan. Le yuan, le fait que les salaires en Chine sont beaucoup trop bas. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a 1 milliard de Chinois qui gagnent seulement entre 400 et 500 dollars par mois. Alors justement, et puis, pour finir, des droits de douane, en disant si vous ne rehaussez pas votre structure de coûts, nous, les États-Unis, à travers les droits de douane, nous rehausserons le coût de vos produits. David Bavray, comment les Américains, justement, comptent s'y prendre pour inciter les Chinois à ne plus faire du dumping social ? Alors, l'homme qu'il faut écouter, c'est pas tant le président Trump, parce que vous savez qu'il est parfois un peu versatile, mais plutôt son secrétaire du Trésor désigné, Scott Bessent, qui est sans doute très peu connu des Français à ce stade, mais qui est l'homme qui travaillait pour George Soros en 1992 quand il a fait chuter la livre de 20%. Donc c'est le bourreau de la livre sterling en 1992. Donc, c'est un esprit brillant. Participer à la légende de Soros, d'ailleurs. Absolument. Et donc lui, il dit, je vais, de manière très sympathique, comme peuvent l'être les Américains, il dit, je vais escalader avant de dé-escalader. Et donc ce à quoi il faut s'attendre, c'est une offensive sans doute assez violente dans l'entrée du mandat de Donald Trump, une prise un certain nombre de mesures extrêmement douloureuse qui va être prise par les États-Unis de manière à profiter du ralentissement économique chinois. Vous savez que la Chine aujourd'hui dit qu'elle croît de 4 à 5%. En réalité, moi je regarde vous n'y croyez pas? On cherche tous des indicateurs que c'est plus faible, qui soient un peu alternatifs. Et donc je regarde les revenus fiscaux du gouvernement. À fin septembre, ils étaient en baisse de 2%. Donc vous pensez que les Chinois sont en récession? Donc je pense que la croissance en valeur chinoise est plus proche de -2 que de récession. 4 à 5%. Et la raison, c'est que vous avez le fameux D, vous avez la déflation, qui est ce qui a tué le Japon dans les 30 dernières années et qui commence à envahir l'empire du milieu. La déflation, c'est la baisse des prix. C'est la baisse des prix. Et en Chine, vous avez deux sources. Vous avez l'immobilier, où il y a une crise immobilière qui est sans doute, on estime, 2 fois par son ampleur, celle du fameux subprime aux États-Unis. Vous vous souvenez, 2008, quand il y a eu plus grosse crise financière depuis 1929. Et puis, deuxièmement, le fait qu'il y a une entrée en économie de guerre par le gouvernement qui concentre la croissance économique chinoise seulement sur les subventions des exportations de surcapacité industrielle vendues à perte. Et ça, c'est très déflationniste. Ça fait baisser les prix. En quoi consiste précisément, justement, on en vient au concept de votre livre, l'économie de guerre? Alors, l'économie de guerre, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, faut pas. Je veux pas. Noël, on a quelques jours de Noël, donc on va pas. Non, mais on a le droit de dire la vérité. C'est le lieu.
Alors, je dis dans mon livre que les démocraties finissent toujours par gagner, mais elles commencent toujours par perdre. Parce que tant que les gouvernements mentent, les démocraties perdent. Mais à partir du moment où vous avez Churchill qui dit la vérité, les démocraties gagnent. Oui, donc, quand la réalité généralement rattrape les gouvernements qui ont menti et qui ne peuvent pas faire autrement. Alors, il faut quand même beaucoup de sang, beaucoup de larmes, beaucoup de malheur et beaucoup de ruines. Ah bah, et apparemment on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. C'est quand même pas très rassurant ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a un moment, il faudrait, si on suit cette idée-là, c'est qu'il faudrait espérer d'être vraiment dans la panade, et je suis poli, pour qu'on puisse avoir quand même des politiques qui puissent être raisonnables. Ne vous affalez pas, il y a toujours une solution. L'économie de paix, celle que j'ai connue depuis, ça fait 30 ans que j'investis, c'est une économie qui est tirée par la demande, qui est tirée par le consommateur. Donc j'ai essayé d'investir dans des sociétés qui produisaient des services ou des produits qui répondaient à une demande et il y avait un client qui payait. L'économie de guerre, vous êtes tiré non pas par la demande, mais vous êtes tiré par l'offre, par la production. Parce qu'en fait, il est très difficile de produire. Et il peut être très difficile de produire pour tout un tas de raisons. Elles peuvent être géopolitiques, elles peuvent être climatiques, elles peuvent être réglementaires. Et la solution, c'est de se remettre au travail. Et c'est de se remettre à produire. Donc on ne peut pas être dans un pays comme la France, par exemple, où les inactifs en moyenne gagnent plus que les actifs. Ça ne marche pas. Donc on ne peut pas transférer, comme on l'a fait dans les 30 dernières années, 7 points de PNB de 7% à 14% aux retraites. Ouais. Enfin, les retraités, ils ont travaillé toute leur vie, c'est normal qu'ils vivent correctement. Non, mais absolument, mais il faut que les actifs soient quand même mieux rémunérés que les non-actifs, parce qu'autrement, un pays ne va pas s'en sortir. Il s'agit, si vous voulez, c'est un choix politique. Est-ce que vous préférez protéger le passé du futur, ou est-ce que vous, comme on le fait en France, ou est-ce que, comme je le vois en Chine, est-ce que vous préférez protéger le futur du passé. En sacrifiant le passé. Où les grands-parents économisent et transfèrent l'argent aux petits-enfants, qui sont ceux qui consomment. Chez nous, la consommation, elle vient depuis 50 ans. Vous pensez que vous pouvez vendre cette idée-là aux boomers, qui ont été la génération qui a refusé, qui a fait la crise de la transmission en 1968, qui a pris un certain nombre de mesures sociétales qui sont sans doute des acquis sociétaux, mais qui ont tout un point commun, c'est qu'on n'a pas d'enfants. Hein. Alors, je pense que je peux la vendre aux millennials et aux Gen Z, comme on dit de nos jours. Alors, il y a une chose intéressante dans votre livre, je vous cite, plus que jamais le confort ne sera réservé qu'aux seuls cons qui se croient forts. Qui sont ces fameux cons qui se croient forts? Alors, vous savez, je partage mon temps, je suis à peu près moitié du temps en Asie, moitié du temps en Europe. Quand j'atterris à Hong Kong, en l'espace d'une journée, je suis en zone de non-confort. Parce que je vis à Hong Kong véritablement ce conflit sino-américain où tous les jours, quand j'allume la radio, je regarde la télévision, j'ouvre un journal, c'est qu'est-ce que les États-Unis ont essayé de faire à la Chine, qu'est-ce que la Chine a essayé de faire aux États-Unis. Dès que j'atterris à Paris, c'est merveilleux. Je suis en zone de confort total. Tout va bien. On vit encore en économie de paix, comme s'il ne se passait rien. On fait des déficits comme si quand vous arrivez à Roissy, vous êtes il n'y avait jamais besoin de rembourser une dette publique. Donc tout va bien. Vous êtes en zone de confort, on a bien compris, en un comme en deux mots. Est-ce qu'on peut être en RSE, justement, dans un monde qui entre en ESG? Traduction, est-ce qu'on peut continuer à faire des COP à un moment où la priorité devient l'énergie, la sécurité et la guerre? Je pense que, oui, alors le RSE en anglais, on appelle ça le ESG, et je pense que le but recherché est tout à fait noble de l'ESG, lutter contre le réchauffement climatique. Je suis tout à fait d'accord, mais je dis que la priorité, quand on passe d'économie de paix à économie de guerre, ça devient l'énergie, la sécurité et la guerre. Parce que ça s'applique à tout le monde. L'économie de guerre, c'est pas 2% de la défense et la famille Dassault. C'est l'ensemble de l'économie qui voit un transfert de valeur des ventes et du marketing à la production. Et donc, il faut que les gouvernements fassent des déficits publics, mais pour produire, il faut que les compagnies, les sociétés soient suffisamment en sécurité pour que les nouvelles dépendances qui viennent soient tournées en interdépendance. Et l'énergie, je vous rappelle, c'est ce qui fait que mes parents, en 1973, ont perdu leur style de vie,
des 30 Glorieuses, parce que à l'époque, c'est un choc de PNB de 4%, parce que le cours du pétrole augmente. Et aujourd'hui, si vous faites les chiffres du problème énergétique, du problème climatique, des supply chains, des chaînes d'approvisionnement qu'il faut qu'on organise, de l'inflation alimentaire, le choc du consommateur, il est entre 2 à 3 fois celui que mes parents ont dû affronter. Donc on ne va pas garder le même pacte sociétal. Ça ne peut pas marcher. Il nous reste moins de 30 secondes, David Bavret. C'est absolument passionnant de vous entendre. Quels sont un ou deux atouts que la France a pour sortir de la zone de confort en un comme en deux mots? Alors, c'est très simple. 20 secondes. Quand vous avez 20-25 ans, vous allez aux États-Unis, vous n'avez plus la liberté de penser à cause du wokisme. Vous allez en Chine, vous n'avez plus la liberté d'agir parce que le capital privé est désormais sous contrôle étatique. Le seul endroit où vous avez la liberté de penser et d'agir, c'est l'Europe, c'est la France, mais ça vient avec la responsabilité. Merci beaucoup, David Bavret. Bienvenue en Économie de guerre. C'est vraiment un livre absolument capital, à tous les sens du terme, à lire, et c'est aux éditions Novice. Vraiment, il faut se l'offrir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Point de vue, c'est fini pour cette année, donc, mais on se retrouve le 6 janvier 2025. D'ici là, très joyeux Noël sur le Figaro TV. Merci, au revoir.